partie du cours, à savoir les formes linéaires et les hyperplans. On suppose ici que E est de dimension finie, on va noter n sa dimension. On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel qui est de dimension n-1. On sait que tout sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel de dimension finie admet un supplémentaire. Donc on peut aussi caractériser un hyperplan en disant que c'est un sous-espace vectoriel de E qui admet un supplémentaire de dimension 1. Bien entendu, le supplémentaire est de dimension 1 puisque la somme des deux dimensions des espaces supplémentaires doit être égale à la dimension de l'espace total, c'est-à-dire n. Alors la proposition 26 dit la chose suivante. Si on se donne un hyperplan H de E, tout vecteur qui n'appartient pas à H, c'est-à-dire tout élément de E privé de H, va engendrer une droite, c'est-à-dire un sous-espace vectoriel de dimension 1, qui sera supplémentaire à H. Autrement dit, pour tout élément U de E privé de H et vect U sont supplémentaires dans E. La preuve est simple. En effet, on montre tout d'abord que la somme est directe. Si je prends un élément de l'intersection, c'est un multiple de U et un élément de H. Or, si lambda U appartient à H, U appartient aussi à H, si lambda est différent de 0. Et ça implique qu'on a une contradiction puisqu'on a supposé que U n'appartenait pas à H. Donc nécessairement, l'élément lambda U, l'unique possibilité, c'est que lambda soit nul et donc que l'élément soit nul. Une fois qu'on a montré que la somme était directe, la somme des dimensions n-1 plus 1 égale n. Donc cette somme directe est de dimension n, et donc ce sous-espace vectoriel, H, somme directe vecte U, doit donc être égal à E. Alors la définition 6 dit la chose suivante. Une forme linéaire sur E, c'est une application linéaire qui va aller de E dans K, où K est le corps sur lequel E est un espace vectoriel. Autrement dit, dans l'immense majorité des cas, une forme linéaire sera une application de E dans R lorsque E est un R espace vectoriel. Et dans le cas où E est un C espace vectoriel, ce sera une application linéaire de E dans C. Alors on a plusieurs exemples, on a déjà vu plusieurs exemples. La trace d'une matrice, par exemple, c'est bien une application qui envoie une matrice sur un scalaire, et cette application est linéaire puisqu'on a montré que la trace de lambda A plus B est égale à lambda trace de A plus trace de B. La trace, je vous rappelle, c'est la somme des coefficients diagonaux. On a vu une autre forme linéaire qui est l'évaluation des polynômes en un scalaire A fixé, c'est-à-dire l'application qui va de K crochet X dans K, qui a un polynôme P associe P de A. Ceci, c'est aussi linéaire, et comme ça arrive dans le corps des scalaires, c'est une forme linéaire. Alors, on va voir le lien entre les formes linéaires et les hyperplans. Tout d'abord, on se donne une forme linéaire non nulle. Si elle est non nulle, alors elle est surjective et son noyau est un hyperplan de E. Alors, pour montrer tout d'abord qu'elle est surjective, donc son image est incluse dans l'espace d'arrivée, c'est-à-dire K. Or, on sait que l'image est un sous-espace vectoriel et le sous-espace vectoriel K ne contient que deux sous-espaces vectoriels, le singleton nul et K. À partir du moment où on dit que F n'est pas une application linéaire nulle, ça signifie que son image n'est pas réduite au singleton 0, et donc l'unique possibilité c'est que l'image de F soit égale à K. Si l'image de F est égale à K, comme K est l'espace d'arrivée, ça nous prouve que F est surjective. Ensuite, maintenant qu'on sait qu'elle est surjective, et donc on connaît la dimension de son image, la dimension de son image c'est la dimension de K, c'est donc 1, on utilise le théorème du rang. Le théorème du rang affirme que la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire E, est égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image, qui vaut 1. Autrement dit, la dimension du noyau est égale à la dimension de E moins 1. Par définition, ker F est donc un hyperplan de E. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le théorème 28 qui nous donne la réciproque, à savoir que si on prend un hyperplan de E, qu'on va noter H, alors H va être le noyau d'une forme linéaire non nulle sur E. Autrement dit, si on prend un hyperplan H de E, il existe une forme linéaire, F, telle que ker F égale H. Alors, on y va pour la preuve, on se donne donc un hyperplan H de E. D'après la proposition 26,
on sait que pour toute U de E privé de H somme directe vecte U égale E. Donc on va se donner un élément U de E privé de H, autrement dit on choisit un supplémentaire de H dans E, et donc on sait que pour tout X de E, il existe un unique couple H lambda avec petit h dans grand H et lambda un scalaire, tel que X s'écrive H plus lambda U étant l'élément de vecte U. Maintenant, pour tout X dans E, on va associer, et on va noter f de X, cet unique réel lambda qu'on a obtenu dans la décomposition juste au-dessus. Donc, on prend X, on l'écrit H plus lambda U, en utilisant le fait que H et vecte U sont supplémentaires dans E, et à X, on associe ce réel lambda. On va maintenant montrer que cette association définit bien une application linéaire. Alors le fait que ça définisse une fonction, c'est clair parce que lambda est unique, mais a priori, il n'y a aucune raison que cette fonction soit une application linéaire, donc c'est ce qu'on va vérifier maintenant. Pour montrer qu'elle est linéaire, il faut donc montrer qu'elle envoie une combinaison linéaire alpha x plus y sur alpha image de x plus image de y. On prend donc x et y dans E et un scalaire alpha, et on va chercher à calculer f de alpha x plus y. Pour cela, il faut écrire alpha x plus y comme somme d'un élément de h et d'un élément de vecte U. Pour trouver ces éléments, on va décomposer x et y selon grand H et vecte U. On sait que x s'écrit h plus lambda U avec petit h dans grand H et lambda un certain réel, et que y s'écrit également h' plus gamma U avec h' un élément de grand H et gamma un réel. Par définition, f de x est égal à lambda, c'est-à-dire le scalaire qui est devant U, et f de y est égal à gamma. Ce que je sais aussi, c'est que lorsque j'écris alpha x plus y, si je remplace x et y par la décomposition que je viens d'écrire, j'obtiens donc alpha fois h plus lambda U plus h' plus gamma U, donc un U ici, ce qui va me donner, si je refactorise, a h plus h', ça c'est un élément de h, plus alpha lambda plus gamma fois U, c'est mon élément de vecte U. Donc j'ai écrit cet élément alpha x plus y sous la forme un élément de h plus un élément de vecte U. Par définition, f envoie cet élément-là sur le coefficient qui est devant U, c'est-à-dire alpha lambda plus gamma. Donc, par définition, f de alpha x plus y, c'est alpha lambda plus gamma. Or, lambda, c'est f de x, et gamma, c'est f de y. Donc, j'ai bien montré que f de alpha x plus y, c'est alpha f de x plus f de y. Alors maintenant qu'on sait que l'application est linéaire, il reste seulement à montrer que son noyau est bien égal à notre hyperplan H. Pour cela, on va raisonner par équivalence. On prend un élément de E, qu'on écrit H plus lambda U. Il va appartenir au noyau... Alors, f de x, oui, il appartient au noyau si et seulement si il s'envoie sur 0, c'est-à-dire si et seulement si ce scalaire lambda est nul, ce qui est équivalent à x est égal à h, autrement dit, x appartient à h. Donc j'ai montré que petit x appartient au noyau si et seulement si il appartient à grand H, ce qui me montre donc l'égalité entre le noyau de f et h.